Traversée de l'Australie en courant, descente du Mékong en hydrospeed ou encore Tour de France à la nage, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'interviewer Rémi Camus qui est un aventurier explorateur. Rémi avec qui on va aborder différents sujets autour de l'exploration. On va également parler de comment est-ce que tu vas pouvoir trouver une idée pour ta prochaine exploration. On va également parler de comment est-ce que tu vas pouvoir la budgéter mais également la financer. On va également parler de préparation, organisation, etc. Mais également préparation mentale, préparation physique, etc. Sachant que cette interview est particulièrement longue, je t'ai créé directement dans la description de cette vidéo YouTube un sommaire. Comme ça, bien, tu pourras directement aller à la partie qui t'intéresse. Également, sache que tu peux retrouver cette interview au format PDF, un récapitulatif, que tu peux directement télécharger sur le premier lien directement dans la description de cette vidéo YouTube. Et je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube si tu souhaites bien, avoir plus d'interviews de ce type. Voilà, il te suffit simplement de cliquer sur le bouton. Et quant à nous, on va pouvoir retrouver Rémi. C'est parti. Alors, nous voici en compagnie de Rémi. Donc Rémi, bonjour. Merci d'avoir accepté cette intervention, cette interview. Pour commencer, ce que je te propose, donc là, à l'heure à laquelle on fait cette vidéo, il y a 2-3 jours en arrière, tu as sorti donc un documentaire sur ta chaîne YouTube qui se prénomme La fine équipe du Bush. Voilà, je trouvais que pour introduire cette interview, c'était pas mal. Est-ce que tu peux nous en parler? Merci déjà en tout cas de m'accueillir sur cette vidéo pour faire voilà, ce petit échange, c'est plutôt cool. Effectivement, il y a 3 jours, on a sorti une vidéo, je te le cache pas, elle ne devait pas avoir lieu sur YouTube, elle devait être Ouais, au cinéma. On avait réservé plein de cinémas un peu partout en France et le film La fine équipe du Bush devait paraître dans des cinémas et malheureusement le Covid a fait que tout est tombé à l'eau. Et je ne voulais pas attendre qu'en 2030 ou 2040 que les cinémas rouvrent. Donc j'ai ouais, décidé de la mettre sur ma chaîne YouTube pour que ça puisse en bénéficier à plein de personnes. Donc, voilà. Et le film raconte l'aventure que nous avons faite en novembre 2019. Et ok, donc j'ai proposé entre guillemets un stage de survie. Alors le mot peut paraître fort parce que personne n'est parti mourir en Australie, donc c'est vraiment sur une thématique d'aventure, d'exploration, et généralement je trouve que c'est une exploration de son propre intérieur. C'est ça que je ouais, trouve très intéressant. Et donc j'ai proposé cette aventure à 6 personnes qui m'ont accompagné pour faire 400 km, presque 400 km à pied du parc national Ulu-Kalachuta pour aller rencontrer les aborigènes de la communauté de Kaltukatjara que j'avais ouais, rencontré il y a maintenant presque 10 ans, parce que je les ai rencontrés en 2011 lorsque j'avais fait ma première aventure de la traversée de l'Australie en courant. Et donc, je voulais aller leur présenter les aborigènes, leur montrer leur cadre de vie, comment est-ce qu'ils vivent au quotidien, etc. Et je leur ai dit, pour ça, vous n'allez pas juste aller les rencontrer, il va falloir en baver pour aller les voir. Il va falloir en chier un peu parce que dans la vie, rien n'est acquis comme ça. Mais quand on se donne les moyens et quand on se fixe un objectif, avec un peu de motivation, eh bien, on arrive à ses buts. Et donc, c'est ce que je voulais faire. Les 6 personnes qui m'ont accompagné ne se connaissaient pas, n'avaient pas de points en commun. Chaque personne était. Enfin, si, hein, ils avaient peut-être un point en commun. C'était une motivation d'aller à la rencontre des aborigènes. Mais sur l'aspect social, culturel, physique également, ils n'avaient rien en commun. On avait des ouais, personnes qui étaient meilleurs ouvriers de France. On avait une femme qui travaillait à la mairie, une qui est en train de monter son école de plongée. On avait un mec qui venait juste de sortir de l'école de Lyon. Donc, vraiment tous les univers différents. Et je voulais prouver tout simplement que chaque personne a les capacités de se dépasser quand on s'en donne les moyens. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire en réalisant cette aventure. Et elle a été immortalisée par mon petit vidéaste qui m'accompagne presque tout le temps maintenant depuis 3 ans et demi, 4 ans, qui s'appelle ouais. Valentin Lame et qui nous a accompagnés avec un véhicule et qui, malgré les conditions bien pourries dans lesquelles on était, a réussi à sortir un film qui est plutôt pas mal. Ouais, parce on l'a vu dans je me rappelle plus si c'était exactement dans le documentaire ou dans le live que vous avez fait après sur Instagram, que vous avez eu des problèmes justement avec les batteries des drones, que vous avez dû, par exemple, aller
voir un Rangers qui a réussi à vous charger quand même les batteries pour faire quelques plans. Ah, truc de dingue, truc de dingue. Surtout quand tu te retrouves, tu vois, dans des conditions pourries, au milieu de nulle part. C'est pas comme si tu étais ici, toi, en France, dans un terrain conquis, où tu peux aller taper à la porte de chez quelqu'un et lui dire, excusez-moi, là, j'ai mon chargeur et je peux recharger rapidement et je m'en vais. Et là, tu es au milieu du bush. Et même Ouais, s'il y avait une âme charitable qui te disait oui, il n'y a pas d'électricité, quoi. Donc, ouais, ça a été vraiment, on utilise les batteries parcimonie. OK. On mettra dans tous les cas le lien du reportage dans la description de la Oui, vidéo YouTube. Je vous invite vraiment à aller le voir. C'est vraiment très intéressant. Pour avoir fait l'Australie, bon, je l'ai fait en van, hein. Je suis parti de Adelaide et je suis allé jusqu'à Uluru. C'est vrai que quand tu es dans le bush, si tu fais 4-5 heures de van et à part, des kangourous, morts sur le bas-côté, 2 véhicules que tu vas croiser dans la journée et une ligne droite, tu as pas grand-chose. Donc c'est vrai, exactement. le fait de trouver la prise USB pour pouvoir charger la batterie de ton drone, généralement, tu fais quelques kilomètres. C'est ça. Donc, on a eu pas mal de belles péripéties pendant cette aventure, mais c'est ce qui a rendu le projet piquant, parce que ça aurait été tout parfait, on se serait peut-être plaint que ça soit pas Ouais. aussi complexe que ça. Donc, c'était très bien comme ça. Ouais, ça aurait pas été drôle s'il y avait pas de petites anecdotes, Exactement, dans le exactement. bush. Ça fait C'est partie de parce qu'il y a des l'aventure. galères que l'aventure est belle. S'il n'y a pas de galère, il n'y a pas d'aventure. Et en parlant d'aventure, justement, finalement, ce documentaire, que tu as tourné avec ces 6 personnes, finalement, c'était par rapport à ta première aventure que tu avais fait, si je me souviens bien, où tu avais rallié donc, Melbourne jusqu'à Darwin, c'est ça? Exactement, ouais, ouais. J'avais traversé l'Australie en courant en 2011. J'ai fait donc 5400 km et là j'étais loin d'être comme on a fait en 2019. J'avais pas une assistance, j'étais tout seul et pour transporter mon eau, ma nourriture et mon matériel, j'avais une petite remorque qu'on avait construite avec mon papa, Ouais, chargée avec toutes sortes d'objets les plus utiles les uns que les autres, beaucoup d'eau et de nourriture. ouais, Donc, j'ai mis 100 jours pour faire la traversée, pour faire 5400 km. Et le but, c'était également d'aller rencontrer des aborigènes. d'accord. J'ai passé en tout 25 jours dans 2 communautés. La première, donc Kaltukajara, qu'on a été voir avec les 6 personnes, plus Mmh. Valentin. Moi, j'y suis resté 10 jours. Et la deuxième, qui s'appelle Mutijulu, qui est la communauté qui est très, très rattachée à Uluru, qui est presque collée à quelques centaines de mètres et qui est très en relation avec le rocher. Et le gros avantage, c'est que ces 2 communautés parlent le même langage, qui s'appelle le Picachanjara, parce qu'en Australie, D'accord. je crois qu'il y a 500 dialectes OK. basés sur 30, je crois que c'est 36 ou 37 bases linguistiques. Donc, tu vas faire 300-400 km, tu retombes sur une autre communauté, tu dis Paya, et ils te regardent, ils comprennent rien. Tu fais merde, D'accord. vous parlez quoi ici? Ouais, C'est pas possible. Donc, il faut tout rapprendre. Donc, voilà, c'était mon but, c'était au moins d'avoir 2 communautés séparées, mais qui soient ouais. quand même qui ait un petit lien. Et le lien, c'était le langage. Donc, on retrouvait très souvent des cousins, cousines, des oncles, des tantes dans les 2 communautés. Et puis, j'ai terminé mon aventure à Darwin, donc après mes 100 jours de course. Et je l'ai fait également pour une maladie génétique qui Ouais. s'appelle le syndrome de Love, dont je suis le parrain depuis 2018, qui est une maladie orpheline qui touche une centaine de petits garçons en France. Et donc, D'accord. je suis devenu voilà, le parrain en 2018. OK. Donc ça m'amène à la question suivante, c'est, comment est-ce qu'on se dit: «Bah, tiens, je vais partir en aventure, je vais partir en exploration, en expédition». Comment tu as eu l'idée, toi, de te dire: «Bah, tiens, je vais prendre mes jambes et je vais faire un Melbourne, Darwin»? Comment est-ce qu'on a cette première idée? Comment est-ce qu'on se dit: «Bah, tiens, je vais avoir cette idée et j'ai envie de monter ce projet-là»? En fait, je pense que ça vient de quelque chose de beaucoup plus profond. J'ai toujours aimé vivre dehors. Quand j'étais gamin, nous, avec mes parents et ma petite sœur, on vivait dans un lieu-dit qui s'appelait la Margelle. 30, 37, 35 habitants pour 9 maisons. Donc, autant te D'accord. dire, on était vraiment dans le trou du cul du monde. Tu faisais 5 mètres, tu étais dans les champs. Tu faisais 10 mètres, tu étais dans la forêt, quoi.
Donc, on D'accord. passait nos vendredis et les week-ends à construire des cabanes n'importe où, et les vacances aussi. Donc, j'étais tout le temps soit dehors, soit dans la forêt. Donc, j'ai toujours eu un petit peu ça en moi. Après, j'ai eu l'appel du travail lorsque j'ai commencé à grandir, parce qu'il faut gagner un peu sa croûte. Et en fait, je ne dis pas que j'avais envie de devenir aventurier explorateur. J'en savais trop rien. Et puis, c'est pas un métier que tu vas faire à l'école. Tu arrives à voir la conseillère de désorientation et tu lui dis Madame, est-ce que vous pouvez me désorienter? Parce que j'ai vu que mécanicien auto, c'est déjà pris et moi, je voudrais faire aventurier. Ça n'existe pas. Ouais. Et donc, j'ai fait mon cursus scolaire dans la restauration parce que c'est ce que je trouvais passionnant, parce que ça collait beaucoup à mes valeurs. Et je trouvais qu'il y avait plein de belles valeurs dans la restauration et qui sont encore très fortes aujourd'hui. Et du coup, c'est au détour d'une brocante en 2010, lorsque je suis parti en vacances avec ma maman en Bretagne, que j'ai rencontré une femme qui vendait sur son étalage toutes sortes de bouquins. Et je ne cherchais pas forcément un livre en particulier, j'étais juste là en train de chiner, en train de regarder à droite à gauche et ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant. Et je suis tombé sur un livre de Jamel Bali qui s'appelle Au cœur des Amériques. Il a fait donc 24 000 km en courant d'Alaska à Terra del Fuego. La couverture, si je me rappelle bien, tu avais un gros titre en grosses lettres. Tu vois deux photos. Tu le vois lui en train de courir aux États-Unis avec un gros truck jaune. Ouais. Et la photo d'en dessous, il est avec son petit short rouge, je crois, une petite veste, un petit sac à dos. Il a les deux pieds qui sont hors du sol parce qu'il est en train de courir et il est sur la panaméricaine en plein milieu de nulle part. Et Ok. je prends le bouquin, je regarde, hop, je tourne, je lis le synopsis que je pourrais pas te redire par cœur comme ça, mais qui était accrocheur parce qu'en fait, c'était pas un voyage de dire je pars battre un record, je pars me prouver aux autres que c'était je pars à la rencontre des gens parce que je veux partager du temps avec eux, je veux partager ces rencontres, je veux partager leur quotidien. Et c'était un voyage initiatique à la rencontre des gens. Et c'est ce que je trouvais intéressant parce que dans tous mes voyages que j'ai faits, c'est ça qui m'a le plus intéressé, c'est les rencontres que je pouvais faire parce que tous les jours, tu rencontres de nouvelles personnes. Et donc, j'avais pris le bouquin, je l'ai lu en une nuit et j'ai dit, allez, moi aussi, c'est ce que je vais faire, je vais traverser un pays en courant. Sauf que entre le dire et le faire, bah, il y a un trou qui est énormissime. Ouais. Tu ne sais pas du tout par où commencer, qui, quoi. Chef de projet, c'est un truc que je ne connaissais pas du tout. Comment est-ce qu'on monte une expédition? Bon, alors, laisse tomber. Et en fait, tu apprends, mais moi j'ai tout appris sur le tas. J'ai arrêté l'école, j'ai fait un bac technologique en restauration. On ne t'apprend pas à monter des projets, on ne t'apprend pas à faire du développement en structure, etc. Donc j'en savais rien du tout de tout ce que c'était. Donc j'ai fait vraiment du à l'arrache, Ouais. en apprenant de mes erreurs, en faisant des dossiers, en démarchant des entreprises pour essayer de capter leur attention. Et c'est voilà, de mois après mois, année après année, ben, j'ai réussi à gagner leur confiance et à être de plus en plus légitime. Mais c'est juste un bouquin qui m'a donné l'envie de me dire, vas-y, si lui il a réussi, tu peux le faire aussi. Ouais, donc, finalement, c'était comment dire, le fait de mettre en place ton expédition, c'était une aventure finalement avant l'aventure où tu devais bah, aller voir éventuellement des partenaires, à savoir comment est-ce que tu organisais l'ensemble de ton expédition du moment où j'ai l'idée ou le moment où je vais être à Melbourne et je vais commencer à courir pour rejoindre Darwin. Tu as vraiment tout un cheminement. En fait, une expédition, une exploration, peu importe comment on l'appelle, même une aventure, hein, aller faire un petit sommet, ça sera toujours en trois phases. Il y a la préparation, et peu importe le projet que tu veux faire, hein, même un truc, te dire, tiens, je vais me faire une randonnée et je vais partir dans le Vercors, je vais partir massif de la Chartreuse, je vais partir dans les Alpes, dans les Pyrénées, même sur 2 jours, mais il y a quand même une petite préparation. Parce que qu'est-ce qu'on va faire comme tracé? On va où? On va dormir où? Etc. Donc, il y a quand même une préparation. Après, il y a la réalisation. Donc, tu fais ton aventure. Et ensuite, il y a une phase de restitution. Et même si la restitution, elle est personnelle ou elle est avec tes proches, ton papa, ta maman, tes frangins, tes potes, etc., ton cercle familial, même restreint, tu fais une restitution. Une fois que tu as terminé,
tu appelles tes potes et putain, c'était trop bien ce week-end, on a fait ça, c'était génial. Tu restitues ton aventure parce que tu la partages, tu la fais vivre à d'autres pour donner envie d'eux. Les aventures, expéditions, explorations à l'autre bout du monde dans des conditions inimaginables, vraiment compliquées, c'est le même principe. Tu as une phase de préparation qui est plus ou moins longue en fonction de l'expédition que tu souhaites mener, une phase de réalisation, ton expédition, et ensuite, bah, tu as une phase de restitution. Encore une fois, soit elle est très personnelle dans ton cercle familial, soit alors il y a un message à travers ton aventure et tu veux le faire véhiculer, comme ce que je fais moi, notamment sur la préservation de l'eau, etc., pour sensibiliser les gens sur la nécessité de préserver notre environnement, etc., où je fais énormément de conférences dans les écoles parce que c'est très important, je pense, de sensibiliser les enfants, en entreprise, etc. Donc, tu vas faire partager ton aventure. Et ce sont toujours les 3 mêmes phases que tu dois mettre en place. Et elles sont, les 3 sont très importantes. Si tu bâcles la première, ton aventure peut être compliquée, voire même périlleuse. Et donc, forcément, la restitution, bah, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Si tu prépares bien la première, mais que tu chantes ton expédition, tu ne veux pas la finir, bah, du coup, ta restitution, elle est un peu, tu vois, c'est pas très pratique. Et si tu fais bien ta première partie, tu fais bien ton expédition, mais que du coup, à la fin, tu partages pas, il n'y a rien du tout, bah, du coup, pourquoi tu l'as fait? Et du coup, tu vois, tu n'as pas ce cercle vertueux de te dire je prépare, je réalise et je restitue. Ouais. Et justement, par rapport à cette première phase de la préparation, sur les différentes aventures que tu as faites, donc tu as fait donc Melbourne, Darwin, en course à pied, tu as fait le Tour de France à la nage, tu as descendu également le Mékong. Alors je me souviens, c'est Hydrospeed, Hydrojet, je me souviens plus Ah des ouais, termes exacts. Hydrospeed. Ouais. Hydrospeed? Hydrojet, je pense qu'il y Ouais, a un moteur. Hydrospeed, ouais, des palmes. voilà. C'est pas le même moteur, effectivement. Pas la même chose. Donc, pour avoir à peu près une échelle de temps entre ta phase de préparation pour ces 3 différentes, aventures, ça t'a pris combien de temps environ? Alors, l'Australie, 8 mois de préparation. Mais après, tu peux pas comparer les aventures, en fait. L'Australie a 8 mois de préparation parce que la partie la plus difficile, c'était s'entraîner à la course à pied. Ouais, Et ça, c'était quelque chose d'horrible parce que j'étais pas du tout un coureur, donc il a fallu que je m'entraîne très dur pour ça. Ensuite, il y avait une partie sur la logistique, comment faire, etc. Mais ça reste que du matériel, donc en soi, c'est pas trop compliqué. Et puis ensuite, c'était les autorisations pour aller dans les communautés aborigènes, le tracé, etc. d'accord. Mais en soi, l'aventure n'était pas dure à mettre en place parce que je partais que en Australie. Et l'Australie, c'est pas le pays le plus. Enfin, je sais pas maintenant, on est en 2021, je sais pas comment sont les autorisations pour entrer dans le pays, etc., sur des séjours de plusieurs mois, par exemple. Mais en 2011, tu rentrais très facilement en Australie. Il n'y avait pas de problème. Donc, c'est pas du tout la même chose. Le Mekong, ça a duré 1 an et 4 mois. Ouais, Parce qu'il a fallu que je m'entraîne à la natation, je ne savais pas nager. Donc il a déjà fallu que j'apprenne à nager. Il a fallu que j'apprenne à faire de l'hydrospeed. Il a fallu que j'apprenne à descendre les torrents. Quand tu sais qu'il y a, entre guillemets, en France, 5 classifications de rivières de la classe 1 à la classe 5, quand tu te mets dans la classe 3 ou dans la classe 4 et que tu vois déjà que ça remue beaucoup, et qu'on te dit maintenant il y a la classe 5 et la classe 5 plus, et après c'est les infrans. Et là tu fais, oh putain, mais c'est un truc de ouais, malade. Et donc il a fallu manger de la rivière régulièrement pour apprendre à appréhender, à lire les courants, etc. Et ça serait galvaudé de dire ne pas avoir peur, parce que même quand tu te mets dans une rivière très dangereuse que tu connais très bien, tu as toujours cette petite, tu vois, cette petite ouais. appréhension Et de du moins dire de ne pas être en terrain inconnu quand tu vas descendre le Mékong, de te dire: «Au moins je connais», même si forcément il y a toujours l'appréhension, mais te dire: «OK, je non, sais, maîtriser un minimum». Effectivement. exactement. Donc il a fallu que je m'entraîne, mais comme un malade pour être prêt pour ça. Et puis ensuite, ben, il a fallu monter le projet, et notamment sur d'où on part, comment on fait, et avoir les autorisations, qui contacter. Enfin, c'était une vraie galère parce que tu es en Asie du Sud-Est, parce que tu commences par la Chine et que bah, c'est loin d'être un pays
très simple, tu vois, à mettre en place. Donc, il a fallu que je m'organise là-dessus. Mais la partie la plus technique, ça a été la nage, parce qu'il a fallu que je m'entraîne pour ça. Parce que je ne savais pas nager, je savais pas nager 40 km par jour. Quoi. C'était un truc de Ouais. malade pour moi. Et, euh, et le Tour de France à la nage, ça a été moins long en préparation. Ça a duré que 8 mois, la préparation. Mais il y a eu une grosse phase de préparation physique, non pas axée sur la natation, parce que en soi, je savais déjà nager. Et mon but, Ouais. le Tour de France à la nage, c'était pas de faire une performance. C'était déjà réussir à faire un Tour de France à la nage sans se blesser et sans avoir aucun problème. Que tu bombardes pour faire les 2650 km, il n'y a aucun intérêt. Le but, c'était d'être capable de répéter tous les jours 30 km de nage. Donc, ça ne servait à rien d'aller vite. Par contre, il a fallu que je m'entraîne, moi, en France, pour emmagasiner un maximum de masse musculaire parce que je savais que j'allais fondre énormément sur toute ma traversée. Donc, j'ai mangé, faire de la musculation pour prendre du poids. J'ai réussi, je crois, avec Cyril, on a réussi à prendre, il a réussi à me faire prendre 4 kilos, mais c'était un truc de ouf, 4 Ok. kilos. C'était déjà pour moi exceptionnel. Donc ça a été une très très grosse phase de préparation. Et ensuite, il y a eu une phase également de préparation, alors mentale, entre guillemets, parce que quand tu cours, tu arrives à observer les choses parce que tu as le regard qui est là. Et donc, le regard t'aide beaucoup sur l'odorat, sur l'ouïe, sur le toucher, parce que, je ne sais pas moi, si je te pose une banane devant les yeux, tu n'as pas besoin de l'éplucher pour déjà avoir Ouais. enregistré l'odeur, le bruit que quand tu vas venir éclater la peau et le petit craquement, etc. Donc, tu as déjà, tu as presque même la texture sans avoir manger la banane, tu sais déjà quelle texture ça va avoir parce que tu l'as enregistré et ton regard t'aide beaucoup. Donc sur la course à pied, bah, en courant, j'arrivais à capter mon attention sur plein de choses. En hydrospeed, pareil, tu as la tête hors de l'eau, tu regardes les paysages, les gens, ton regard il est capté par, je sais pas moi, des gens qui sont en train de faire de la riziculture, etc. Donc tu peux observer et ça t'aide on va dire, à passer le temps et puis à Ouais. focaliser ta partie mentale. Quand tu es sur le Tour de France à la nage et que tu nages, tu as tes lunettes, tu as ton tuba, j'avais la cagoule pour le froid parce que l'eau était pas glaciale, mais tous les jours à répéter pendant 3 mois et demi, bah, en fait, tu perds énormément de calories. Donc, il fallait que j'arrive à maintenir ma température. Donc, tu as la cagoule. Donc, du coup, tu n'as pas l'ouïe. La vue, bah, du coup, elle est juste là-dessus et tu vois juste du bleu. L'odorat, donc qui prend par le nez et par la bouche, et bien du coup, la seule chose que je chantais, ben, c'était l'iode dans l'eau et en même temps les odeurs d'essence et des pots d'échappement lorsque le bateau d'assistance passait un petit peu trop près de moi. Le toucher, bah, tu es en pleine mer, donc il n'y a pas de toucher, ça bouge tout le temps. Donc tu es complètement perturbé. Et là, il faut être juste capable de débrancher ton cerveau et de penser à autre chose et à t'évader autrement. Donc, je m'entraînais, par exemple, et je le fais encore en ce moment, m'entraîner en rivière, parce que dans la rivière, tu as une visibilité qui est nulle quand tu as la tête dans Ouais. l'eau, tu n'entends rien, tu as plus ou moins les mêmes conditions, sauf que tu n'as pas l'iode qui vient te défoncer les muqueuses. Mais tu as une visibilité qui est quasi nulle. Lorsque tu nages en mer, tu as quand même une petite visibilité des fois qui peut aller de quelques centimètres dans la mer du Nord jusqu'à 10 mètres en Méditerranée. Quand tu es en rivière, tu as 3-4 centimètres de visibilité. Hein. Tu as un silure qui peut te passer à 3 mètres, tu ne le verrais même pas. Hein. Donc, il faut être capable de nager et de faire du lâcher prise, de te dire tout va bien, je suis dans un environnement que je ne maîtrise pas beaucoup parce que c'est de l'eau et ça bouge tout le temps. C'est pas mon élément, c'est l'élément des poissons, des batraciens, peu importe. Mais je suis bien, je dois faire abstraction des troncs d'arbres, des branches qui viennent me toucher et
Et en fait, parce que dès que tu as un truc qui vient te toucher, tu as plein de trucs qui te rentrent dans la tête. Tu fais, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est qui vient me toucher et tout. Et tu peux paniquer très rapidement. Donc, ça a été. Ouais, c'est d'arriver à te mettre carrément dans ta bulle et peu importe ce qui se passe, voilà, C'est je c'est continue. ça. Et des fois, sur le Tour de France à nage, j'avais des gens qui venaient avec moi pour nager et je leur expliquais. Par contre, là, c'est la phase où je vais commencer à me chauffer, entre guillemets. Mais à un moment donné, je vais être chaud, je lève plus la tête, je parle plus, je Ouais, tu es dans ton monde et en fait, tu te je mets suis en là. état Donc, automatique. faut m'oublier et moi, je fais mon truc, mais venez pas m'emmerder à me dire ceci, à m'arrêter. Ou je fais non, parce que je serai dans mon truc et je peux pas, je serai concentré. Voilà. Et c'était une vraie expérience. Ouais. Ouais. On en reparlera un petit peu de la préparation physique et de la préparation mentale que tu as fait justement pour préparer ces expéditions. Je voulais revenir un petit peu sur le côté, heu, temps. Comment est-ce qu'on va trouver du temps justement pour organiser son expédition et comment est-ce qu'on va également la financer? Parce qu'on a forcément éventuellement un travail à côté, on va également avoir, on va devoir avancer peut-être des frais pour, un billet d'avion, pour, acheter du matériel. Comment ça se passe finalement? Ça dépend où tu en es dans tes aventures, si c'est la première ou si c'est déjà la troisième ou quatrième. On repart sur de la première. Ah, si c'est sur la première, oh, c'est la merde. C'est la merde parce que personne ne te fait confiance. Tu n'as pas forcément d'aide. Moi, je travaillais, je faisais de l'intérim, je travaillais de nuit pour essayer de monter mes aventures. Je travaillais dans la restauration. En fait, c'est très difficile de se fixer un objectif en particulier parce que bah, tu es happé par tout le reste à côté. Il faut être capable de dissocier ta vie professionnelle, entre guillemets, ta vie personnelle et ton aventure, sachant qu'en plus de ça, il faut mettre une phase de préparation physique, etc. Ça a été très très long à mettre en place parce que bah, j'ai pas de contact, parce que j'ai personne, parce que personne ne croit en toi. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et la deuxième expédition a été déjà un peu plus simple parce que déjà tu as une carte de visite de ce que tu as fait dans le passé. Donc les gens font, ah oui, d'accord, il a déjà fait ça, ok. Et puis ensuite, tu as la troisième, donc tu peux déjà justifier. Donc maintenant, entre guillemets, j'ai plus besoin de me justifier. Les gens, ils tapent Rémi Camus, ah oui, ok, c'est bon, on sait qui c'est, OK. et ça va tout de suite beaucoup plus vite. Maintenant, je peux dire, et je l'ai déjà dit plein de fois, j'arrive à vivre de mon activité depuis, depuis, 2000, depuis septembre 2018. D'accord, donc ça va faire à peu près 2 ans et demi à peu près, Ouais, la date à laquelle parce on que t'a licencié, ouais. avant bah, je faisais de l'intérim, avant je faisais des petits boulots à droite et à gauche parce que c'est juste catastrophique, parce que tu n'arrives pas les gens n'arrivent pas à te faire confiance, parce que encore une fois, c'est pas un métier qui est, euh, qui est commun. Tu veux être médecin, bah, tu vas faire un doctorat en médecine et ton cursus, il est plutôt logique. Et vu que t'as des pairs qui ont déjà fait ça avant toi, eh bien, tu peux t'appuyer sur eux, sur leur thèse, etc. Et donc, la suite, elle est logique. Dans mon cas, je l'ai dit souvent, mais le diplôme d'oral exploratrice, il n'existe pas. Indiana Jones, c'est bientôt fini. Bon, voilà. À un moment donné, c'est compliqué, tu vois, de pouvoir justifier de ce que tu as fait. Et il a fallu que ça soit, il a fallu que je me mette des coups de pied au cul. Et tu vois, quand je fais beaucoup d'interventions en entreprise, parce que du coup, c'est comme ça que j'arrive à vivre de mes aventures avec les conférences dans les écoles, les conférences en entreprise, les team building, les, euh, les plateaux télé, parce que je suis présentateur également sur une émission sur France 3, le coaching. En fait, c'est tout ça qui te permet de vivre de l'aventure en elle-même. Et, euh, et Finalement, c'est vrai, c'est une vraie, démarche entrepreneuriale que ah, tu mais fais finalement. complètement, mais c'est exactement ça. Quand les gens ils me disent ah, mais on n'a rien à voir entre ce que tu fais toi et ce qu'on fait nous, mais détrompez-vous, détrompez-vous, parce que si vous prenez mon aventure en tant que telle, eh bien, imaginez que mon aventure, ça soit qui est par exemple faire le tour de la France à la nage. Eh bien, si vous enlevez le fait de faire le tour de France à la nage et vous mettez à la place votre projet d'entreprise, eh bien, c'est exactement la même chose. Où, quand, comment, pourquoi, avec qui, les finances, etc. Et donc, du coup, vous devez monter un business plan qui sera logique et qui va vous permettre de pouvoir appuyer votre message, aller voir des annonceurs, aller voir des professionnels
pour essayer de les convaincre et gagner de l'argent. Et donc forcément, c'est ni plus ni moins de l'entrepreneuriat. Ça prend du temps à convaincre. On le dit souvent, mais j'en suis intimement convaincu maintenant, mais le réseau fait tout. Ouais, Faut ça veut dire avoir qu'au départ, finalement, tu as comme un ticket d'entrée, le fait que tu dois faire tes preuves, mais une fois que tu as fait tes preuves, tu vas avoir ton réseau, ça va être beaucoup plus simple de décrocher éventuellement des sponsors et d'autres Alors, partenariats. ça paraît plus simple, mais en fonction de l'aventure que tu vas faire, les gens avec qui tu travailles, entre guillemets, les partenaires, les sociétés, euh, j'allais pas dire, c'est un peu bizarre, mais ils veulent toujours un peu plus. Donc, je peux pas leur dire, bah, je vais faire le tour du Mont Blanc et voilà. Parce que, bah, Ouais, ah bon, mais toi, c'est pas assez logique par rapport à ce que j'ai fait dans le passé. Donc, du coup, les projets, les expéditions coûtent, entre guillemets, de plus en plus cher pour pouvoir monter le projet. ouais. Et, euh, et après, j'essaye énormément maintenant de travailler avec mes partenaires et d'avoir une vraie expérience client. Ça veut dire que mes partenaires, je ne leur demande pas de s'impliquer uniquement, que ce soit matériellement parlant ou financièrement, mais qu'ils soient partie prenante de l'aventure. Parce que je veux leur faire vivre l'aventure de l'intérieur, qu'ils soient à côté ou qu'ils viennent sur une étape, etc. Parce que c'est comme ça qu'ils peuvent se rendre compte de ce que tu fais, parce que tu rends la chose vivante et tu Ouais. rends la chose humaine. Et ça, c'est important. Et pour se donner une idée, alors tu me diras si c'est indiscret ou pas, si tu veux pas forcément répondre, c'est pas grave. Combien ça coûte une expédition, par exemple, entre l'Australie, entre la descente du Mékong et le Tour de France à la nage? Ça t'a coûté combien sur les expéditions pour qu'on s'imagine un petit peu les frais que ça peut occasionner? Alors, l'Australie, ça a été, je crois, 12 ou 15 000 euros, un truc comme ça. Le Mekong, il y en a eu pour 20, 25 000 euros, je ne sais plus exactement. Et le Tour de France à la nage, on est autour de 50, 60 000 euros. D'accord. Ouais, donc, comme tu dis, un C'est crescendo, plus c'est ça pas va. des budgets, mais le budget qui coûte le plus cher dans les aventures, ça reste la communication et le marketing. On Ouais, a, si tu veux que ton aventure soit visible, connue du grand public, etc., etc., bah, il n'y a pas de secret. Il faut en parler. ouais, Et pour en parler, à un moment donné, bah, il faut lâcher des billets. Et c'est la partie, que ce soit sur l'Australie ou sur le Mekong, c'est la partie que j'ai coupée moi parce que bah, j'arrivais pas à trouver l'argent. Et donc forcément, quand tu trouves pas l'argent, il y a la partie que tu vas couper, bah, ça reste la communication et le marketing parce que tu te dis bah c'est pas grave, hein, je le ferai pas, je vais pas communiquer avec la presse, etc. Je vais pas me prendre un agent parce que je peux pas, c'est juste impossible. ouais. Donc on peut toujours faire mieux. Et toi, j'en parlais avec une amie que je parraine sur un projet. Et elle me dit, ah, je ne sais pas si j'ai bien fait. J'ai fait, mais Peggy, tu feras toujours mieux. Parce que le projet parfait qui est à 100%, il n'existe pas. On tend à aller vers la perfection parce que c'est ce qu'on veut. On veut que ça soit parfait comme on l'avait imaginé, mais il n'est jamais comme on l'imagine. Et, euh, et si tu devais refaire ton projet dans 10 ans, eh bien, tu mettrais ton énergie autrement et tu verras que ton projet serait encore mieux. Mais je suis même persuadé que tu ne voudrais pas le vivre parce que en fait, c'était super de le vivre il y a 10 ans autrement parce que c'est ça qui fait que ça te forme, ça te rend humain et tu apprends des choses. Donc, faut pas regretter, faut toujours essayer de se dire, je vais faire le maximum de ce que je peux avec le budget, avec mon budget. Ah, moi, Ouais. tu me donnes 10 millions par an, hein, mais je te fais des aventures de psychopathe. Mais, euh, mais ça viendrait ternir un peu, Ouais, ça enlève du charme finalement, le fait de se exactement, dire, ça viendrait j'ai ternir un galéré, j'ai eu temps et j'ai pu faire ça avec temps exactement. Parce que et du coup, le fait de réaliser son aventure, c'est la deuxième phase et la préparation et donc la recherche de partenaires, de sponsors, etc. en fait partie. Et quand le jour J arrive, tu te retrouves avec ton vélo, avec tes skis, avec ta poulka, avec tes palmes, avec peu importe ce que tu fais, hein, d'ailleurs comme projet. Mais quand c'est le jour J, eh bien, tu te dis putain, on l'a fait, on a ouais, tout préparé et on y est. tu Malgré. savoures quand même beaucoup mieux en disant, «Ouais, je suis là parce que, je me suis donné les Exactement. moyens». Je me suis pris des portes dans la gueule toute la journée, on me refusait des trucs.
mais malgré tout ça, j'ai pas lâché. Et donc, ça montre aussi de belles valeurs, tu vois, à transmettre l'audace, la persévérance. Et quand tu es sur le jour J, sur le jour du départ, tu dis, les gars, j'y suis, moi, j'y suis, je l'avais dit et j'y suis là. Et donc, du coup, tu vois, ça montre de belles valeurs et c'est ce qui est important également. Donc, Ouais, puis toute la détermination que tu vas avoir dans ta préparation, c'est également celle qui va te permettre, qui va, comment dire, ah bah, transvaser sur ah bah, sur la réalisation de ton aventure, finalement. exactement. C'est que plus, entre guillemets, plus tu en auras chié en amont, et plus cette colère, ou je ne sais pas comment la nommer, tu vois, cette énergie, plus tu vas pouvoir la restituer pendant la réalisation de ton projet. Et ça, c'est top. C'est un truc, voilà, tu vois ce que tu te dis, ça te donne des ailes, c'est comme Red Bull, ça te donne des ailes, tu vois. Tu sais que tu vas pouvoir y arriver parce que tu t'es donné les moyens, tu en as tellement bavé en amont que du coup, bah, voilà, tu te donnes les moyens et tu te dis ça va être génial. Et je fais tout ce que je peux pour y arriver. Alors, juste avant de passer sur la partie préparation physique, préparation mentale, une question, c'est quoi le quotidien d'un explorateur hors expédition? Alors, hors expédition, en fait, il y a pas de hors expédition parce que je pars du principe où lorsque je termine un projet, j'ai plus ou moins déjà en tête le prochain projet. Parce que si je reste sur une phase où j'ai fait ma préparation, ma réalisation et ma restitution et que j'ai rien après la restitution, eh bien ce gap est un trou béant et plus t'attends et plus ce trou s'agrandit. Et on est tous pareils. Euh, moins t'en fais, tu as envie d'en faire, malheureusement. Et te remettre dans le truc, te relancer, peut-être difficile. Il te faut des phases de relaxation, de détente pour te ressourcer, à son nécessaire, à son primordial, mais toujours avoir le next step qui te fera rebondir facilement pour la suite. Mon quotidien, je me lève le matin, je fais à peu près entre 45 et 1 heure d'étirement, stretching, mobilité, souplesse. Une fois que j'ai fait ça, c'est petit déjeuner. Une fois que j'ai pris mon petit déj, je m'en vais à l'entraînement, donc soit à la salle, soit nager, etc. Et donc le matin est consacré généralement uniquement pour les entraînements, tous les matins. Ensuite, le midi, je rentre, je mange et ensuite, je me mets sur l'ordinateur pour travailler. Et ça jusqu'à des heures, des fois pas possible, jusqu'à 22 heures, 23 heures. Et je me mets des phases en plein milieu de mon boulot. Moi, j'ai la guitare et qui est à 3 mètres là. Et dès que ça commence un peu à trop fumer, j'arrête tout, je prends la guitare, je joue de la Ouais, guitare pendant 20 tu minutes. décompresses et après tu repars. Et après, je me remets dedans. Et ça, c'est mon quotidien voilà, en ce moment. Et puis après, quand la période, entre guillemets, Covid est moins importante, et du coup, il faut ajouter à tout cela les conférences, les déplacements dans les écoles, et entreprises et ainsi de suite, les stages de survie que je donne, que ce soit sur la journée, sur 2 jours, sur 3 jours, les week-ends et à l'étranger. Et donc, du coup, il faut réussir à mettre tout ça, tout en prenant en considération ben, la partie, tu vois, ton cercle restreint, la famille, les proches. C'est un gros travail de logistique. Ouais, bah, j'imagine bien, ouais. Comme tu dis, hein, finalement, c'est vraiment une entreprise que tu gères, donc entraînement le matin et puis après, bah, tout ce qu'il faut pour mettre en place les différentes expéditions. C'est ça, c'est exactement ça. J'ai le téléphone, il est rempli de rendez-vous, etc. Et chaque fois qu'il y en a un qui m'appelle, ah, on peut s'appeler. Attends, j'ai un quart d'heure là et c'est tout. Ouais. Hein. Tu n'auras pas plus, hein, juste un quart d'heure. Donc des fois, j'ai mes potes aussi qui me disent ah putain, on peut pas t'appeler et tout. Je fais ah si, vous pouvez appeler, mais c'est compliqué quoi. Donc Ouais. si je décroche pas tout de suite, je vais insister parce que je suis pas tout Après, le tu temps. repars dans tes, Ah comment ouais, dire, ouais. dans tes Il trucs. m'appelle une fois et je dis ah il m'a pas rappelé. C'est pas que je fais la gueule, hein, c'est juste que j'ai 15 000 choses à faire. Si j'ai pas vu l'appel et que tu me rappelles pas, c'est foutu. Faut me rappeler, faut insister. Ouais, je connais bien je connais bien ça. Mais, Donc, tu parlais que tu avais donc le matin, finalement, là, hors expédition, ça va être de l'entretien physique. ouais. Ça va être quoi une préparation spécifique pour une expédition, par exemple sur le Tour de France à la nage? C'était quoi ta préparation physique?
Alors, la préparation physique, elle était axée sur de la prise de masse. Donc, j'étais suivi avec un coach sur différentes phases, prise de masse, prise de force, et après sur du spécifique en salle de sport avec des exercices nage à l'élastique, etc., sur de la longue distance, que ce soit sur du rameur, sur de l'assaut bike ou enfin, peu importe, enfin, c'était vraiment du travail de fond et d'endurance musculaire. Et puis, beaucoup de phases de préparation, que ce soit en rivière pour appréhender le milieu et me sentir le plus à l'aise possible. Mais il y a une partie que je trouve euh, très difficile, et elle est pour ma part, et d'autres personnes, c'est peut-être pas le cas, mais pour moi, ça l'est énormément. Euh, Tous mes coachs m'ont toujours dit la même chose. Il faut que tu prennes du poids. Hein, parce que là, tu vas partir et tu vas perdre. Tu vois, l'Australie, j'avais perdu, je ne sais plus, 11 ou 12 kilos. Le Mekong, 13, 14 kilos. Le Tour de France à la nage, 10 kilos. Donc, tu as forcément une phase. Tu puisses tellement dans tes réserves, dans tout ce qui est énergie, qu'à un moment donné, forcément, Ouais. le corps a besoin de puiser quelque chose. Donc, il vient puiser dans le muscle, etc. Et donc, j'ai toujours essayé d'avoir cette phase de prise de masse, de prise de poids avant de partir, et non pas du poids dégueulasse. C'est-à-dire, il y en a qui m'ont dit: ah, mais tu veux prendre du poids, mais va chez McDo, tu vas prendre du poids. Je fais: non, non, t'as pas compris. Je veux bien prendre du poids, mais il ne faut pas que ce soit du mauvais poids, il faut que ce soit des bonnes calories, parce que moi, je vais devoir les utiliser après pour nager. Et tu vois, le Tour de France à la nage, 8 mois d'entraînement, mon coach, il était derrière mon cul tout le temps. Je me levais le matin, putain, mais je suis, mais c'est pas possible, il dort pas celui-là. Je reçois un message: hey, n'oublie pas ton petit déjeuner, tac, tac, tac. Ouais. Donc, je mangeais, je partais à l'entraînement. À 10h, 10h30, il fait: hey, n'oublie pas ta petite collation, tout ça. Je fais: putain, Ouais, mais. tu avais la notification à chaque fois. Et en fait, je trouve ça plus. Alors, toi, c'est étrange, hein, mais je trouve ça plus difficile de manger 7 repas par jour que de me taper 2650 km de nage. Parce que c'est un vrai exercice de manger. C'est-à-dire qu'il faut. Tu es en train de travailler et là, il faut manger. Donc, tu arrêtes tout ce que tu fais et hop, et tu vas manger. Hop, pendant 20 minutes, une demi-heure, hop, tu reviens. 2 heures après, tu repars manger. Hop. Et cette phase de travail, manger, je trouve qu'elle est extrêmement contraignante. Nager, aujourd'hui, on fait 30 bornes. Tu te mets dans l'eau, ton objectif, il est là, et tu fais 30 km. Point. Que de devoir faire quelque chose, manger, revenir, repartir, mais je trouve ça extrêmement contraignant. Et moi, j'en parle souvent avec des potes, mes coachs, tout ça, et je leur dis: moi, je tire mon chapeau aux personnes qui veulent venir culturistes, peu importe, parce que tu as une prise de poids à avoir qui est très importante, et je trouve ça, mais juste dément. J'ai un pote qui était champion euh, en haltéro. Mais je dis: mais quand il me dit qu'il bouffait une plaquette d'œufs tous les jours, mais tu fais comment? Franchement, j'ai fait, même si je le voulais, j'arriverais pas. À un moment donné, ça viendrait à être écœurant, quoi. Et c'est très difficile. Pour moi, c'est une phase qui est très très compliquée, la prise de poids. Ça pendant combien de temps cette prise de poids? C'était tant de temps avant ton Tour de France ou ça a été tout le long de ta préparation? Non, non, tu as une phase de prise de masse qui dure, on va dire, à peu près jusqu'à 1 mois et demi avant le jour J, si tu veux. Et Ouais. ensuite, tu as tout ce qui est préparation spécifique, vraiment pour aller chercher les derniers détails sur, que ça soit sur, tu vois, de la mobilité au niveau des épaules, etc., pour aller chercher un peu plus loin. C'est pas grand-chose, hein, c'est quelques centimètres de plus pour aller chercher ton mouvement, ton gainage, etc. Donc, tu as vraiment un travail très spécifique sur la fin. Et il n'y a plus ce travail de prise de masse, c'est qu'on essaie plus de stabiliser ton poids et travailler sur de la force. Pour moi, c'était déjà énormissime d'avoir pris 4 kilos en 8 mois en travail acharné. C'est très contraignant. Et tu es obligé de faire subir ce régime avec tous tes proches, quoi. Et ça, c'est Ouais. encore une autre. Ouais, je trouve que c'est très compliqué. Ouais, c'est d'arriver justement à arriver dans ton quotidien,
de changer ton quotidien, mais avec des personnes qui t'entourent qui ne changent pas leur quotidien également. Ouais, Donc c'est un petit peu, je prends pour exemple une personne qui va être dans un centre pour, personnes en surpoids, où ils vont exact. être pris en charge et puis, tout va bien se passer. Quand tu les remets dans leur environnement classique, bah, c'est là où tu as toutes les mauvaises habitudes, les tentations qui reviennent et généralement, tu reviens au bout d'un mois, tout est foutu. Donc finalement, Tu vas ça voir tes passe. potes, tu vas boire des bières, des pizzas, etc. Ouais, c'est sympa. Mais malheureusement, toi, tu es dans une phase de préparation. Et alors, je me suis jamais rien privé, tu vois. On en a rigolé ce matin avec Flo, qui est l'un de mes préparateurs, qui me dit, je lui dis, je fais de manière, moi, je le sais déjà, à 35 ans, je ne serai jamais un grand athlète. C'est pas possible. On pourra jamais faire de moi une machine de guerre. Et il me dit, mais Rémi, à ton niveau, tu es déjà un athlète. Il me dit, dis-moi, qui a fait 2650 km de nage? Je lui dis, bah non, personne. Il me dit, bon alors, il fait déjà, tu vois, il fait dans ta catégorie, tu es un athlète. Et je lui dis, mais ça reste pour moi impressionnant de voir ce que les personnes peuvent faire à côté. Tu vois, il y a une vraie, un vrai travail et c'est ça qui me fascine en tout cas. Ah mais j'imagine bien et ça me rappelle un petit peu à l'époque où je boxais, où tu devais maintenir un certain poids et tu avais les entraînements et tu arrivais à la maison et tu vois, c'était par exemple soirée pizza et toi, bah, tu avais, pour caricaturer, ton bout de salade, tu vois? Et tu savais que tu pouvais pas manger la pizza parce que dans 2 semaines, tu boxais. Si tu avais 300 grammes en trop, bah, tu boxais pas. Exactement. Mmh. Après, je pense que c'est avec la répétition, une fois, tu arrives à te mettre dans ta bulle, mais c'est vrai que les premières fois, tu fais: «Ah la pizza quand même, en plus, c'est margarita, c'est ma préférée», bon, c'est des étapes à passer. C'est vrai que c'est jamais évident tous les jours. Mais je me Heu, suis jamais privé. Je me suis jamais privé de tout ça parce que pour moi, c'était. J'aime trop la vie pour ça. Et vu que je sais que ce que je fais, c'est pas pour faire un chronomètre. Mon but, c'est ouais, pas d'être le plus rapide à faire ça. La plupart de mes aventures que j'ai faites, c'était des premières personnes. Donc, mon but, c'est pas de faire d'exploser un record, c'est de porter un message. Mes aventures, le message a toujours primé sur l'aventure. Et c'est parce que je faisais un effort physique intense que je pouvais porter mon message et être entendu par les gens. Donc, ouais, c'est que tu arrivais à faire quelque chose que les personnes pensaient peut-être pas forcément possible ou quelque chose d'extraordinaire et tu captes, l'attention là-dessus en se disant: «Putain, ce mec, qu'est-ce qu'il est en train de faire?» tu vois? c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, je me suis jamais privé, voilà. Mais c'est vrai que sur cette partie préparation et notamment nutrition, elle est pour moi, que ce soit post-aventure, hein, la préparation et la réalisation, la nourriture, j'en parle très régulièrement avec des nutritionnistes, c'est catastrophique, même en aventure, parce que, toi, le Tour de France à la nage, manger, mais j'en pouvais plus. Comment manger quand tu es dans 1,50 m de, 1,50 m de creux. Donc, on prenait des shakers avec Ouais. de poudre, etc. Mais tu n'as plus la mastication, tu n'as plus ça. Donc, mais à en vomir, je vomissais dans l'eau. Mais c'était limite si je balançais pas les shakers dans la gueule. Je fais, mais virez-moi cette merde, j'en veux pas. Je fais, donne-moi 2 tranches de pain avec du pâté. Vraiment? Je fais, vas-y, donne n'importe quoi, mais un truc où Ouais, mastic. Et ça, pour moi, ça manquait énormément. Pour moi, la partie nutrition, elle apporte 2 choses très importantes. Elle apporte la nutrition physiquement pour ton organisme, mais elle apporte également une grosse ouais, partie plaisir mental. Et c'est ce que je dis aux gens. Je te mets 1500 calories dans des shakers où je te présente 1500 calories sous forme de pizza avec une bonne bière et une bonne soirée avec tes potes. Pourtant, tu as le même apport en calories des deux côtés. Mais il y en a un, ça va d'abord te faire plaisir à la tête avant de te faire plaisir au ventre. Parce que tu vas voir la pizza, il y a les odeurs, tu vas voir la mousse de la bière, tu as tes potes qui racontent des conneries. Et tout ça, bah, ça contribue au repas. Si je te mets juste des shakers devant ta télé en train de regarder un film sur Netflix, putain, génial la soirée. ouais, Pourtant, c'est pas la il y a même le même soirée. nombre de Ouais, calories. on est d'accord. Et ça, Donc c'est très dur à gérer, je trouve. parce que ça encore, si tu le fais une journée, ça va, mais toi, tu l'as fait sur combien de journées?
sur le Tour de France? Je crois que j'ai tenu 17 ou 18 jours avec à boire des shakers. Ouais, Et à un moment donné, j'ai dit, ah, on arrête. Rien que le goût, ça me donnait juste. Je prenais le ouais. truc, j'avalais, ça faisait brrr, je fais, oh, arrête. On va arrêter, on va trouver d'autres. Et c'est pour ça que j'ai perdu beaucoup de poids. C'est parce qu'à un moment donné, eh bien, tu ne sais plus quoi faire. Parce que ton organisme, il est complètement désorienté. Il a faim parce que tu brûles 6-7 000 calories par jour, ce qui est quand même pas rien. Il faut, bah, il faut le nourrir, mais du coup, tu ne sais pas comment faire. Tu es complètement perturbé parce que l'environnement dans lequel tu es ne fait que bouger. L'environnement dans lequel tu es, il est iodé, donc toutes tes muqueuses, tout est recouvert de sel, donc tu n'as plus le goût à rien, tu as l'impression que tout a un goût de coton, etc. C'est Ok. vraiment très particulier, je trouve. C'est Et- bien pire que sur de la course à pied, où tu peux avoir un repas qui sera haute parce que tu arrives Ouais. à toucher, c'est pas pareil. Donc, finalement, ça nous amène dans la partie préparation mentale pour pouvoir supporter finalement, comme tu as dit, tout ce qui va être côté nutrition, tout ce qui va être également le fait d'être enfermé dans la tête dans l'eau pendant toute la journée, à rien voir autour de toi. Comment tu t'es préparé mentalement? Bon, j'ai vu notamment dans le documentaire, tu t'es entraîné avec Sébastien Payet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce côté-là? En fait, j'essaye de cibler euh, j'essaye de cibler les problématiques que je vais avoir à travers mes aventures. Et c'est ce qui me permet d'être une meilleure version de moi-même pour la suite. L'Australie, préparation mentale, zéro. Je peux te dire que quand tu te retrouves dans le désert avec une route qui va tout droit et tu vois la chaleur de la route qui bouge au loin comme Ouais, une danseuse et qui disparaît dans l'horizon, tu dis, eh ben putain, on n'est pas arrivé au bout. Hein. Et quand tu arrives au bout, mais en fait, il n'y a pas de bout, eh ben, tu arrives en haut de la colline, tu dis, ah, et ça redescend et ça repart. Préparation mentale, aucune. Ça a été très très difficile parce que il faut, euh, il faut avancer en prenant en considération l'environnement dans lequel tu es. Et ce que je faisais, mais du coup, je l'ai appris en Australie et je l'ai dupliqué, que ce soit sur le Mekong ou sur le Tour de France à la nage. En fait, je me suis jamais fixé un objectif inatteignable. Ce que je veux dire, c'est que lorsque j'étais à Melbourne pour partir et traverser l'Australie, ben en fait, je ne visais pas Darwin. Parce que si dans ma tête, je m'étais mis comme objectif de viser Darwin, jamais j'y aurais été. Parce que je n'aurais jamais commencé. Je me dis, putain, mais t'es con, quoi. 5400 bornes. Mais c'est complètement stupide. Je ne vais pas y ouais, arriver. tu as subdivisé l'objectif finalement. Et du coup, tu as ton objectif qui ressemble à une pyramide. Ton objectif principal en haut, bah, c'est de traverser l'Australie en courant. Mais du coup, tout ça, tu peux le couper en plein de sous-objectifs qu'il va falloir tout doucement venir ticker. Hop, ça c'est fait, ainsi de suite. Et du coup, j'ai portionné mon aventure pour me dire, bah, jour 1, je pars de là et je vais aller jusque là. Et quand je serai là, j'aurai terminé. Le Mekong, c'était pareil. Le Tour de France à nage, c'est pareil. Je nageais, je partais d'un point A, j'allais jusqu'au point B. Quand les gens, je sortais de l'eau, ils me disaient, ah, c'est génial. Et demain, alors, comment ça se passe? Je fais, ah, je sais pas. Je fais, comment ça, vous savez pas? Je fais, non, parce que là, on n'est pas demain, on est aujourd'hui. Là, j'ai fini mon étape. Donc maintenant, ben, je vais discuter un peu avec vous. Ensuite, je vais aller me ressourcer. Donc, je vais prendre une bonne douche. Je vais rejoindre l'endroit où on va bivouaquer avec l'équipe. Je vais faire un débrief de la journée avec l'équipe. On va aller se poser en fonction de ce qu'on a organisé au restaurant, etc. Enfin, peu importe ce qui a été prévu avec les municipalités pour me ressourcer. Puis ensuite, je vais appeler vite fait l'équipe de com, etc. pour leur expliquer ce qui s'est passé dans la journée, blablabla. Ensuite, je vais appeler mes proches. Et après, je vais faire un truc, mais qui est extrêmement bien dans une journée. Je vais aller dormir. Et Ouais. quand j'aurai fait tout ça, eh bien, demain matin, quand je me réveillerai, ce sera une nouvelle journée. Et là, je vous répondrai à la question. Parce que du coup, je vais me lever, je vais manger, je vais faire quelques étirements, parce que j'étais raide comme un bâton et j'arrivais presque plus à bouger des fois. Et ensuite, je vais faire un briefing avec l'équipe pour savoir exactement comment ça va se passer dans la journée. Et après, on va faire la journée. Et en fait, c'était comme ça que j'imaginais mon aventure, c'était de le faire jour par jour pour pas péter un plomb et avancer. Ouais. Donc ça, Ça te c'était permettait donc finalement tous les jours, le matin, tu ne savais pas éventuellement
quel trajet tu allais faire ou quelle distance? C'était en fonction de comment tu te sentais aujourd'hui, en Non, non, fonction de ce que je non? savais ce que j'avais à Ah, faire. tu savais déjà, d'accord. Tout avait été planifié depuis le début. Je savais OK, qu'il y avait, c'était en moyenne à peu près 30 km par jour. Je savais ça. Par contre, ce que je ne savais pas, même si on avait tout imaginé, mais je me souvenais pas forcément des noms exacts. d'accord, Et en OK. fait, je l'avais presque même mis de côté. C'est-à-dire que j'avais même mis, j'avais caché ça. Je voulais pas en entendre parler parce que pour moi, chaque jour était important. Du coup, bah, tu sais, on le dit souvent, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. C'est exactement la même chose. C'est pas si tout de suite j'aurais pensé à Monaco, bah autant prendre le véhicule et aller à Monaco, puis on se fait pas chier, quoi. Ouais, ouais, Euh, je vois ce que tu veux dire, c'est d'arriver à vivre chaque journée, mais pleinement. Exactement. On vit le moment présent, là tout de suite. Et c'est ça qui est important. Le but, c'était de faire passer un message sur la pollution qu'on retrouve dans les mers et les océans. Donc, c'est pas de griller des étapes, c'est d'aller voir les gens, leur parler, etc. Et de vivre pleinement chaque instant. Et du coup, c'est comme ça que je mettais en place mes aventures, et que ce soit sur l'Australie, sur le Mékong ou le Tour de France à la nage. Alors, le Tour de France à la nage, c'était beaucoup plus rythmé parce qu'on avait quand même une population qui était présente vu qu'on était sur la saison estivale 2018. L'Australie, autant te dire, des fois, tu dis je pars d'un point A à un point B, quand tu arrives au point B, la phase d'après, c'est je pose le bivouac, je fais un bout de feu, je mange un truc, je dors, merci, bonsoir, tu n'as même pas besoin de parler à Ouais, quelqu'un, il n'y a personne, à part des fourmis et puis des dromadaires et des kangourous morts, c'est quand même assez rapide. Mais pour pour le Mekong, j'avais quand même un peu plus d'interaction avec la population parce que plus tu descends et plus tu as une population qui devient importante sur les rives. Mais le Tour de France à la nage, tous les jours, on croisait des gens. Quoique au début, quand tu es dans la mer du Nord, Dunkerque, tout ça, il y a des fois, on sortait de l'eau. J'étais avec Valentin, il était bras croisés, la casquette, le toki comme ça, et j'arrivais, je le regardais, puis il me fait allez, viens, on va se mettre au chaud. Et il n'y avait personne, on était ouais. tous les deux, tu vois, les plages étaient désertes, il faisait froid, des fois on sortait de l'eau, il faisait presque nuit, et du coup, on arrivait, on sortait de l'eau, fait allez, viens, on va se mettre au chaud. Et on se posait tous les deux. Et c'est des moments que je garde en mémoire parce que c'était trop bien, tu vois, c'était vraiment une complicité, tu vois, c'était génial de se dire allez, mon pote, on verra demain, et tu vois, ça ira mieux demain. Et je trouve que c'était des bons moments de partage. Mais j'ai toujours coupé toutes mes aventures pour ne pas euh, imaginer un objectif trop important. Après, Ouais, sur, prendre des après, sur la partie préparation mentale, donc j'ai toujours essayé de voir quelles étaient les difficultés que je pouvais avoir sur mes aventures. Donc l'Australie, j'avais très peu fait de préparation mentale. Le Mekong, c'était pareil parce que c'était une préparation mentale, mais au travers de la nage et de la lecture de rivière. On a beaucoup descendu de rivière, etc. Et mine de rien, tu te prépares mentalement à oh putain, c'est gros. Oh la vache, ça ouais. arrive. Oh, faut passer là, là, là. Et du coup, tu apprends énormément à lire les rivières et à rester humble aussi devant la rivière. Parce que quand tu dis, oh, c'est facile, mais quand tu es dedans, tu vois, oh, c'est pas facile. Ouais, c'est la différence en quand tu vois d'extérieur et quand tu es dedans, finalement, c'est pas du Exactement. tout la même chose. Et ensuite, le Tour de France à la nage, j'ai pris le process autrement. Je savais que ça allait être difficile sur plusieurs points. Donc, j'ai appelé une nutritionniste avec qui on a beaucoup échangé sur l'alimentation qui a été catastrophique. Pas de sa faute à elle, juste l'aventure en elle-même était tellement difficile à maintenir sur 3 mois et demi que l'alimentation était vraiment une chose pénible, très, Ouais. très pénible. Et Et puis justement, ensuite, par rapport à ça, comment est-ce qu'on constitue son staff? Par exemple, l'entraîneur qui va t'apprendre à nager, la personne qui va t'aider sur la nutrition, la personne qui va t'aider sur la préparation physique, la préparation mentale. Comment tu es des personnes, tu dis: «Bah, tiens, il a déjà testé avec, un autre aventurier, donc il est fort dans son domaine, il a peut-être déjà fait quelque chose et tiens, je vais me rapprocher de lui pour voir qu'est-ce qui serait possible de faire ensemble?» Ça se passe comment? il y a beaucoup de bouche à oreille, il y a beaucoup de contacts, du relationnel. Et après, les gens, moi, avec qui je travaille, c'est pas des gens uniquement sur un accès professionnel. La plupart des gens avec qui je travaille, c'est devenu des très bons potes. C'est des gens avec qui je vais boire une bonne bouteille de vin rouge et on va rigoler. Et pour moi, c'est des amis avant tout. Et du coup, je travaille avec des gens qui ont des vraies valeurs humaines et
et c'est ce qui crée un vrai noyau dur en fait sur l'aventure. Je sais que je peux leur faire confiance et que si j'ai un problème, ils seront là pour m'aider. Ça prend du temps pour trouver les bonnes personnes parce que on a beau dire ah c'est le meilleur, je sais pas, je dis une connerie, ah c'est le meilleur ostéo, mais c'est le meilleur ostéo peut-être pour toi. En fait, chaque Ouais. personne est différente. Peut-être que son approche, sa façon de travailler ne va pas du tout me convenir. Et donc, tu peux pas. Ça ne veut pas dire qu'il est incompétent. Ça veut juste dire que ça ne fonctionne pas entre nous deux. Tu as des coachs sportifs, c'est pareil. Tu as des gens avec qui ça va très bien passer parce que tu as la même vision, la même approche. Tu en as avec d'autres, malheureusement, parce qu'ils ont une façon de travailler qui ne te convient pas. Tu sais que même s'ils sont très compétents et qu'ils ont toutes les qualités pour intrinsèques pour t'apprendre la discipline, tu n'y arriveras pas parce que ça passe pas. Donc c'est un gros travail de relations, de confiance, etc. Comme mes partenaires avec les gens avec qui je travaille, c'est des gens, pour certains, ça fait des années qu'on Ouais. travaille ensemble. C'est une vraie aventure humaine, quoi, finalement, au-delà de Exactement, et c'est l'aventure. comme ça que je le vois. C'est une véritable aventure humaine. Tu vois, quand j'ai fini le Tour de France à la nage, les, euh, les journalistes, ils m'ont dit ah bravo, vous avez fait un Tour de France à la nage. Et je fais non, on a fait un Tour de France à la nage. Parce que nager 30 km par jour sur 3 mois et demi, j'aurais jamais pu le faire s'il n'y avait pas eu toute l'équipe. Parce que Ouais. ça demande tellement d'énergie, etc., que je ne pouvais pas me consacrer et à la nage, et à m'occuper du bivouac, et à gérer les autorisations, etc. C'est tellement contraignant que c'est un travail d'équipe. Et à la fin, c'est vraiment, on a fait un Tour de France à la nage, et jamais j'y serais arrivé sans toutes ces personnes qui ont fait qu'on était une vraie famille Ouais. soudée du début jusqu'à la fin. C'est comme un sport individuel. Je vois également quand je boxais, on dit c'est un sport individuel, tu es tout seul sur le ring. Tu fais, ben oui, mais si j'avais pas mes partenaires d'entraînement avec qui j'ai fait du sparring, si j'avais pas l'entraîneur, si j'avais pas le coach qui a été voir pour organiser le combat, qui m'a entraîné, qui m'a soutenu et qui à chaque fois dans les rounds, entre chaque pause de round, est là pour me remotiver ou me remettre un coup de boost ou me dire, bah tiens, faut que tu fasses ça. Finalement, bah, tu es tout seul, quoi. Donc l'équipe est Mais dans vraiment très intéressante. Arnold Schwarzenegger qui disait il te faut forcément un fitness partner, il te faut the best buddy pour être avec toi Ouais, parce que tu as beau être le mec qui va soulever 250 kilos en développé couché, etc. Mais si tu n'as pas ton pote qui est là pour venir te challenger, te piquer, t'emmerder et te dire ah, mais moi j'ai soulevé 2 kilos de plus. ouais. Oh putain, bah, du coup, demain tu vas voir toi. Et c'est ça qui vient. Et on a beau faire des sports individuels, il y a beaucoup d'entraide, de cohésion et de partage. Et c'est ce qui rend la discipline très jolie et très belle en fait. Ah, c'est clair, c'est clair. Mmh, allez, il y a 2 dernières questions. J'avais une question qui était portée plus sur l'état de flow. Est-ce que tu as pu atteindre cet état de flow justement quand tu disais quand tu te mettais dans ta bulle, quand tu faisais ton tour de France à la nage? Est-ce que c'est des choses que tu as été chercher pour pouvoir, justement arriver à faire, tous tes kilomètres tous les jours? Alors, cette phase, en fait, on la retrouve dans plein de sports, des sports d'endurance. Et que ce soit l'Australie, le Mekong, euh, le Tour de France, ça a toujours été la même chose. C'est qu'au début, j'ai une phase qui est catastrophique parce que tu es raide comme un piquet, par exemple pour la course à pied. Et au bout de 10 bornes, ça commence à se dérouiller, tac, 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 c'est parti. Et à un moment donné, ça devient même plus mécanique, c'est naturel. Tu es là, tu es lancé. Et c'est comme si tu étais avec une petite voiture, tu étais au point mort dans une petite descente et ça part. Et du coup, tu es là. Et là, et c'est des moments qui sont indescriptibles. Tu es juste bien. Et là, tu as plein de trucs, tu as plein d'images qui te rentrent dans la tête, tout ça. Et tu es à moitié en train de rêvasser alors qu'il fait 50 degrés. Tu es en train de transpirer, tu n'en peux plus. Et tu es là et tu es à moitié conscient. Enfin, c'est un peu particulier, tu vois, comme phase. Ouais, tu Euh, un genre d'état second finalement. un petit peu, ouais. Et le Tour de France à la nage, je l'ai beaucoup vécu plein de fois. Moi, j'avais l'équipe qui était avec le bateau nautique pour la sécurité, avec les bateaux de croisière, etc. Des fois, il venait et il me tapait, il fait oh, oh, oh. Et je fais ah, je la tête, je fais qu'est-ce qu'il y a? Il fait là, c'est l'Angleterre, de l'autre côté. Je fais merde. Et en fait, j'étais Ouais, tellement
dans mon truc. Et en fait, tu as une phase où tu fermes les yeux et tu es tellement bien que tu es presque en train de dormir en nageant. Ok, C'est bizarre comme sensation, mais c'est un rythme que je peux, par exemple, quand je m'entraîne en piscine, que je ne pouvais pas avoir. ouais. Parce que soit tous les 25 mètres, soit tous les 50 mètres, quand tu repars, etc., bah, ça casse ton rythme. Et Ouais. donc, du coup, tu es toujours t'es focus soit sur l'entraînement, soit sur les trucs. Et j'arrivais pas à trouver ce moment très où tu coupais complètement. Alors que lorsque tu nages, tu pars d'un point A pour aller à un point B et la distance est très très longue, bah, du coup, à un moment donné, tu es complètement déconnecté et c'est parti. Et, euh, et Et ça, j'aimais. c'est quelque chose que tu travaillais dans tes entraînements ou c'est quelque chose qui venait au fur et à mesure Non, de non, ton expédition? Ouais, ça vient pendant l'aventure, parce que pendant les entraînements, on fait rarement des étapes aussi longues d'entraînement où tu vas faire 20 bornes de nage dans la journée, où tu vas faire un truc calme, etc. Donc, tu ne le ressens pas dans les entraînements, parce qu'en plus, dans les entraînements, tu as forcément quelqu'un à côté de toi qui te donne un rythme, toi, donc c'est pas pareil. Et quand tu es tout seul et dans ton truc, à un moment donné, tu pars et, et c'est vraiment, c'est une évasion. Et j'en ai besoin. C'est très bizarre en fait comme sensation, mais j'ai besoin, j'ai besoin d'être dans le mal pour me sentir bien. J'ai besoin d'être dans le mal pour ouais, me sentir vivant. Et c'est parce que je suis dans la merde, que ce soit en Australie, sur le Mekong, c'est parce que je suis dans une situation merdique que je me dis putain, mais qu'est-ce qu'on est bien là. Et qu'est-ce qu'on ouais. est vivant. Et Bah, qu'est-ce ça te que. ramène finalement au moment présent où tu es seul Avec moi. avec tes emmerdes, entre guillemets, et tu dois gérer maintenant tout de suite, quoi. Exactement. Et là, tu te dis, en fait, je suis persuadé qu'il y a probablement alors j'exagère peut-être toujours, mais qu'il y ait peut-être des milliers ou des dizaines de milliers de personnes qui rêveraient d'être là à ma place en ce moment. Peut-être pas dans la même galère, mais de se dire, putain, je suis chanceux d'être là et de vivre ce que je vis là en ce moment même. Même si bah, c'est difficile, même si je suis dans une galère, etc. Je le dis très souvent, on, on sourit des bons moments passés et on rigole des Ouais, mauvais moments. Parce que les mauvais moments ne sont pas forcément que des mauvais moments, parce que sinon je ne serais pas devant toi en train de te parler, je serais dans un cimetière. Donc forcément, bah, des mauvais moments, ça n'en est pas vraiment, mais sur le moment, putain, ça fait chier parce que tu ne sais pas comment résoudre le problème. Mais en ouais. discutant, en partageant, en écoutant les gens, etc., bah, il y a une petite solution qui s'offre à toi et tu trouves la solution. Et donc forcément, les bons moments, tu dis, ah ouais, ah, je me souviens, tout c'était cool. Et les mauvais moments, bah, t'en rigoles, tu te souviens la galère et tout. Et C'est s'il y ce a qui te des fait gens. grandir également. De quoi? C'est ce qui te fait grandir, en fait, sur le Mais moment. complètement, exactement. Si la rivière était juste toute droite, toute plate, sans rien faire, personne Ouais, n'irait. ça serait chiant, quoi, à force. Mais c'est exactement comme ça que je qualifie la vie, hein. Mmh. La vie, c'est un peu comme une rivière, hein. C'est que tu es dans ton hydrospeed et tu vis le moment présent parce que bah, il faut anticiper les trucs qui arrivent là tout de suite, tout en ayant un peu la tête hors de l'eau pour regarder ce qui se passe à 100 mètres, 150 mètres, mais pas non plus à 3 km parce que ça sert à rien d'anticiper des trucs qui sont à 5 km. C'est pas maintenant. Mais après, la vie, c'est un peu la même chose. Tu vis le moment présent, tu essaies de voir un petit peu devant, ça sert à rien de t'imaginer dans 50 ans, mais de planifier un peu dans 1 ou 2 ans. Et puis après, bah, ça ressemble un peu à une rivière. Des fois, il y a des portions calmes, des fois, il y a des rapides, des fois, il y a des grosses chutes où merde, ah, je ne sais pas comment on va faire, etc. Et ça ressemble un petit peu à ça. Et faut être capable de lire le courant et de se dire, ben voilà, je vais passer plus par là, même si c'est un peu compliqué, mais je vois qu'il y a une sortie, etc. Et appréhender au mieux la rivière, mais vivre le moment présent parce que bah, ça peut être fatal si tu ne fais pas les choses là maintenant. Bah, c'est parfait, tu viens d'introduire ma dernière question par rapport à la planification. C'est quoi tes prochains, projets? Alors, il y en a beaucoup qui ont été décalés, modifiés, etc. à cause du Covid. Là, je suis en train d'essayer de mettre en place une aventure qui devrait avoir lieu en août 2022, où je vais tenter de faire la traversée entre Calvi et Monaco à la nage en totale autonomie, sans assistance, avec une plateforme automatisée euh, D'accord. qui va me servir de guide. Et donc, moi, ça me servira de base de repli.
Et j'estime qu'il y a à peu près 170 km à vol d'oiseau entre les deux points. Avec les courants, les vents, etc., je pense qu'on va tourner autour de 190-200 km. Et, et je pense le faire entre 10 et 15 jours en fonction forcément de ma condition physique, etc. Ça pourrait être fait beaucoup plus sur un temps beaucoup plus court, mais étant tout seul, sans personne pour t'aider sur la nourriture, sur l'eau, etc., ça veut dire que ça m'oblige tous les soirs à désanaliser mon eau pour avoir de l'eau douce, à préparer mes repas, etc. Et à chaque fois que j'ai besoin de boire, faut que je m'arrête, que j'aille sur ma plateforme, que je bois un coup et que je reparte à la nage. Donc forcément, tout ça, ça te bouffe du temps et de l'énergie. Donc on est en train de travailler là-dessus et il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect très physiologique, c'est voir le comportement d'un être humain dans d'une eau, d'une salinité assez importante, seul, sans personne, et comment gérer toutes ces situations de stress, etc. Il y a une partie, parce que je travaille avec une ONG qui va m'accompagner, qui s'appelle Wings of the Ocean, qui a un bateau amiral qui s'appelle le Kraken, et qui fait de la dépollution en mer avec le plastique. Donc, une grosse partie sensibilisation avec des écoles avec qui je suis en train de travailler pour mettre le projet en place. Et puis une partie un peu plus scientifique sur la nuisance sonore que peuvent causer le trafic maritime sur la faune et la flore. D'accord, OK. Donc, Parfait. Et si on veut te suivre toutes tes aventures sur, Instagram, sur ton site, dans tous les cas, on mettra tous les liens dans la description de la il y a vidéo, tout. YouTube. Après, il suffit de taper Rémi Camus Explorer, mais après, on trouve tout assez facilement. OK. Écoute, un dernier mot pour la fin, pour conclure cette interview? Le dernier mot, je parlerai de valeurs et j'ai plein de valeurs moi, qui m'animent, qui m'ont permis d'avancer dans tous mes projets, qui sont très importantes. Mais il y en a une qui est pour moi une valeur maîtresse et qui par la suite parle à beaucoup de personnes, mais qui se perd un petit peu en ce moment, malheureusement, et qui des fois revient, parce que ça me surprend de voir les gens, c'est le respect. Et je dis souvent aux personnes, avant de respecter les autres, apprenez à vous respecter vous-même. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Ouvrez-vous aux autres. Et c'est ce que je fais dans, euh, dans les conférences, que ce soit dans les écoles ou en entreprise. Beaucoup dans les écoles, j'essaie de montrer aux enfants une ouverture d'esprit pour leur dire, regardez un peu ailleurs. Regardez ce qui se passe de l'autre côté. Moi, je suis juste là pour vous donner des clés. Et toutes ces clés, ça ouvre des portes. Essayez pas toutes les portes, essayez juste quelques portes. Mais au moins, ça va vous donner de quoi avancer et peut-être devenir une meilleure personne. Donc, je ne suis pas là pour essayer de vous changer, etc. Mais je suis juste là pour vous apporter un peu de contenu et surtout une ouverture d'esprit parce que le monde, il est magnifique et il faut le préserver. Mais pour ça, il faut en parler, il faut le connaître. Rémi, je te remercie pour, avoir pris le temps de répondre à mes questions, de partager toute ton expérience. Vous retrouvez bien évidemment tous les liens pour, suivre Rémi dans la description de la vidéo YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles interviews. Rémi, je te remercie. On se retrouve très bientôt. À bientôt. C'est moi qui te remercie. Salut!